Pour ceux qui ont pu voir la miniature et qui pourraient se dire « Non, il va tracher DBS gratuitement et avec des arguments de merde. » Je préfère être direct. Bien que je reste humain et que je vais donc avoir mon propre avis qui sera potentiellement différent du vôtre, je vais faire mon possible pour rester équitable et constructif. Et si jamais vous voulez me donner votre avis sur ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Alors, si possible, dans le respect, je vous fais confiance. Du coup, oui, je vais utiliser Dragon Ball Super et Dragon Ball comme exemple pour parler de la composition, du rythme ou encore de l'agencement des cases dans un manga. Bon, je pense que vous êtes deux sur Terre à pas le savoir, mais au cas où, DBS est la suite directe de Dragon Ball, mais cette suite n'est pas dessinée par la même personne. Akira Toriyama s'est occupé de Dragon Ball de 1984 à 95, pour ce qui est du manga tout du moins, et Toyotaro dessine Dragon Ball Super depuis 2015. Comme vous pouvez l'imaginer, dessiner la suite d'un des mangas les plus populaires de l'histoire est loin d'être quelque chose de simple. Mais à mes yeux, je trouve que la comparaison est intéressante. Akira Toriyama est considéré comme un génie du manga, là où Toyotaro est très souvent décrié par les fans. Mais ont-ils raison? En dehors d'un style de dessin quelque peu différent, bien qu'assez proche, les deux mangaka ont une vision opposée de la composition ou même du rythme au sein d'une œuvre, et on va analyser tout ça ici. Pour commencer, Toyotaro n'a pas été catapulté dans cette position du jour au lendemain, et il a même pu bénéficier de certains conseils de la part de son prédécesseur que l'on peut retrouver dans cette interview datant de 2017. Ici, Toriyama explique qu'il trouve son successeur trop prudent, expliquant qu'à ses yeux, il faut savoir être plus direct, surtout dans les scènes de combat. Toyotaro avouera avoir du mal dans ce genre de moment et qu'il gardera ses conseils en mémoire. Ouais, bon, alors, vous vous en doutez, il a absolument pas gardé ça en mémoire. Oh my god. Aussi fou que ça puisse paraître, le principal défaut de Toyotaro est qu'il en fait trop. Et Toriyama l'avait bien compris. Dans cette interview, il lui explique à demi-mot le fameux « less is more », qu'on pourrait traduire par « la simplicité est préférable à la complexité ». Toyotaro semble avoir du mal à tenir ses obligations dans les temps et sa façon de composer ses planches ne l'aide absolument pas. Je vais vous montrer de quoi on parle ici avec un extrait de DBS, plus précisément le combat entre Vegeta et Granola. En premier, une double page réalisée par Toyotaro, et en deuxième, une réinterprétation que j'ai pu en faire en modifiant le moins possible les dessins originaux. Question très simple, laquelle des deux propositions vous semble la plus agréable à lire? Vous ne savez peut-être pas forcément pourquoi, mais j'imagine qu'une majorité d'entre vous ont choisi la deuxième option. L'original est très chargé, le nombre de cases est immense et dans ce contexte, le tout nuit à l'histoire et au confort du lecteur. Dans ce chapitre, Vegeta est supposé écraser son adversaire à l'aide de sa nouvelle transformation. Ouais, alors ça c'était avant de se faire défoncer un petit peu après, mais c'est pas le sujet. How can I, the great Vegeta, be reduced to this? Le manga est censé nous montrer un Granola qui galère en face de Vegeta. On est censé voir toute la puissance, la vitesse et la supériorité du prince. Malheureusement, la composition des deux pages est beaucoup trop chargée. Il y a beaucoup trop de cases pour illustrer le mouvement, rendant le tout plus lent et moins explosif. Toyotaro dessine très souvent ses planches comme des storyboards d'animation, or le manga et l'animation sont deux choses complètement différentes, avec des codes qui leur sont propres. Certes, certains génies comme Yusuke Murata peuvent faire les deux, avec par exemple One Punch Man, mais des Murata, on peut en compter sur les doigts d'une main. Histoire que ce soit plus percutant, je vais vous montrer le chemin que votre œil doit parcourir en lisant la page de Toyotaro. Le souci, une fois arrivé au numéro 3, est qu'on est obligé de remonter vers le 4 et le 5, dans la direction inverse de l'action, atténuant du coup l'effet de vitesse et de plongée de Vegeta. C'est ce même souci que l'on retrouve entre le numéro 13 et 14. Notre œil va naturellement voir Vegeta avant Granola sur cette case, et une nouvelle fois, on est obligé de la remonter complètement et d'être dans le sens contraire du mouvement de Vegeta, diminuant une nouvelle fois l'impact. Alors, je suis pas mangaka, mais c'est justement ce que j'ai voulu améliorer dans ma version. Déjà, diminuer le nombre de cases en passant de 12 à 6 rend le tout plus explosif et donne l'impression que Granola n'a pas le temps de suivre son adversaire, qu'il est complètement dépassé. En gros, utiliser le rythme et la composition au service de l'histoire. L'œil n'est pas non plus dérangé durant la lecture et le tout s'enchaîne beaucoup plus facilement. Et c'est encore plus frappant quand on enlève les deux planches et qu'on ne garde que le chemin de l'œil. C'est d'ailleurs pas la seule chose que j'ai modifiée si vous avez été attentif. Bougez pas, je vous montre. Parmi les nombreux codes qu'on peut retrouver dans la création d'un manga, illustrer ces planches en respectant un certain aspect est primordial. Alors là-dessus par contre, aucune règle n'est écrite noir sur blanc. Par exemple, Mikio Ikemoto dessine Boruto d'une façon très académique et ne sort quasiment jamais du cadre. Là où Kohei Horikoshi prend toute la page dans My Hero Academia 90% du temps. Mais du coup, pourquoi est-ce que je parle de tout ça?
Pour faire simple, quand il s'agit d'encadrer ses planches, Toyotaro change constamment les règles. Et le plus souvent, ça crée une impression dérangeante en lisant DBS. Par exemple, si vous ouvrez une image, vous voulez la voir complètement, non? L'ouvrir de cette façon va vous donner l'impression qu'il manque un bout, et au final, ça peut nous déranger et carrément nous sortir de l'histoire. C'est également très compliqué de savoir à quoi s'attendre en lisant DBS à cause de ça, ce qui nous oblige à déchiffrer chaque planche du coin de l'œil, consciemment ou non. Chose que j'ai voulu corriger dans ma version, et comme vous avez pu le remarquer, j'ai quand même laissé une case exploser le cadre. Mais pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement pour laisser la puissance de Vegeta parler au travers de la composition, encore une fois. Pour faire comprendre au lecteur assez facilement que le coup était tellement rapide et puissant qu'il en brise les codes. Et tout ce que je viens d'expliquer, Toriyama l'avait bien compris. Même au tout début de Dragon Ball, il jouait déjà avec les codes. Un exemple assez parlant peut déjà se trouver facilement avec le combat opposant Piccolo à Goku. Toriyama nous montre la puissance de Piccolo en première case en brisant le cadre. Il est également dessiné au-dessus de Goku pour nous indiquer qu'il est plus fort et plus menaçant. Mais une fois que Goku contre cette menace, le cadre revient. On est de nouveau dans une donnée connue, à savoir Goku va gagner, c'est le héros de l'histoire, etc., etc. Et quand Piccolo utilise une technique qui surprend le lecteur et Goku, le cadre est une nouvelle fois brisé dans le sens du mouvement. On peut voir le même procédé être utilisé à plusieurs reprises lors de ce combat, et pas uniquement pour véhiculer un sentiment de puissance. Ici par exemple, c'est une façon d'illustrer que Piccolo échappe au cadre établi par l'histoire. On ne s'attendait pas à le voir s'envoler à ce moment-là, du coup le cadre s'efface pour lui laisser la place. Mais qu'en est-il du rythme? Parce que là, je parle du cadre, mais c'est pas la seule chose que j'ai reproché à Toyotaro. Dans le premier combat opposant Goku à Vegeta, Toriyama a pour moi réalisé une série de planches presque parfaites. Ici, l'œil suit parfaitement la scène tout en alternant entre Vegeta et Goku pour souligner l'affrontement par la composition et pour renforcer cette impression de duel. Toriyama utilise la diagonale parfaitement pour continuer cette alternance entre les deux personnages. On devrait logiquement poser les yeux sur le 4 avant le 3, mais puisqu'on vient du coin opposé de la page, notre œil va d'abord se poser sur le 3 avant d'analyser le 4, renforçant ainsi la vitesse de Goku qui échappe à Vegeta. Le cadre est d'ailleurs brisé exactement de la même façon qu'avec le combat entre le prince et Granola. Plus loin, Toriyama arrête d'alterner parfaitement entre les deux pour recentrer notre attention sur Vegeta. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à ce moment précis, Goku est censé être beaucoup trop rapide pour lui. Il est submergé par la vitesse du héros et utiliser la composition de la planche et chaque case pour véhiculer cette impression est bien plus efficace qu'un long discours. On peut d'ailleurs le voir ici, entre le numéro 2 et 3, on voit Goku disparaître, ce qui nous mène directement au 4 avec l'expression de Vegeta que le lecteur partage. Et pour renforcer l'impact et la vitesse de Goku, la case d'après brise le cadre et nous montre directement Goku frapper Vegeta. Le mouvement n'est pas ralenti et n'est pas décousu en plusieurs cases. Il n'est pas non plus raconté par un personnage secondaire comme le fait très souvent DBS. Montrer ce qu'il se passe dans un combat sera souvent plus efficace que de l'expliquer. Je pourrais continuer des heures sur pourquoi Toriyama est considéré comme un génie dans ce domaine, mais on va faire en sorte de garder la vidéo assez courte. Un peu plus tôt, j'expliquais que les mangas et l'animation ont tous deux des codes qui leur sont propres, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible pour un manga d'exprimer du mouvement de cette façon. J'en veux pour exemple cette planche de Dragon Ball. Le fait de montrer Goku remettre sa tête en position lentement rend la différence de puissance encore plus frappante. À ce moment, l'attaque qu'il vient de subir semble avoir été sans effet et rendre sa réaction lente lui donne un côté encore plus menaçant. Toyotaro avait d'ailleurs pu le faire parfaitement à certains moments, comme ici avec Mirus, où donner cet effet d'animation au balancement rend le coup plus rapide et fluide à mon sens. Alors, encore une fois, c'est que mon avis, mais je trouve que Toyotaro abuse trop souvent de cet effet sans forcément comprendre les limites qui lui sont liées. Il oublie aussi quelque chose de très important pour donner plus d'air à ses planches, et c'est ce qu'on pourrait appeler des plans d'exposition. Pour rester sur Namek, ce plan nous permet de comprendre où se passe l'action d'un seul coup d'œil, tout en ayant une vue d'ensemble des personnes présentes et des distances les séparant. Toriyama utilisait ce genre de plan très souvent, là où Toyotaro les ignore assez régulièrement. Après, comme j'avais pu le dire en introduction, remplacer un génie du manga, c'est pas simple. Toyotaro est dans une situation compliquée, d'autant plus qu'on sait que le manga est venu après l'anime et qu'il a dû faire son possible pour le rattraper. DBS est également publié chaque mois et non pas chaque semaine, comme pouvait l'être Dragon Ball, ce qui est un exercice complètement différent. Il doit également passer après une œuvre aimée par beaucoup, tout en ayant très peu de directives de la part de Toriyama. Non mais vraiment, il a littéralement un post-it avec des infos sur le début et la fin d'un arc, ce qui explique les vastes différences entre l'anime et le manga de DBS, mais c'est un autre sujet. Malheureusement, les soucis que j'ai pu évoquer ne sont pas les seuls.
Toyotaro s'est fait épingler pour un cas de tracing lors de l'illustration d'une couverture du Jump, un magazine japonais. Comme vous pouvez le voir, il avait clairement décalqué une illustration de Captain America, et bien que le décalcage soit un fléau à bannir du milieu professionnel, l'inspiration ne l'est pas. Comme par exemple le nombre hallucinant de références et clins d'œil au fameux Akira Slide qu'on peut retrouver un peu partout depuis plusieurs décennies. Le souci, c'est que Toyotaro fait beaucoup de clins d'œil à Dragon Ball, au point où, en plus des soucis que j'ai pu évoquer avant, son travail passe souvent pour un travail d'amateur qui ne sait pas dessiner par lui-même aux yeux de certains. Ça, et le fait qu'il montre les mêmes expressions en permanence, ou qu'il nous montre une nouvelle transformation sans utiliser une pleine page et qu'il utilise exactement la même pose 90% du temps, rendant la première apparition de ces nouvelles formes très... mais... Ah, et je vous avais dit qu'il utilisait le même angle pour la vaste majorité de ses dashs? Bref, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Toyotaro n'est pas capable de dessiner un manga? Honnêtement, je suis pas d'accord avec ça. Il est plus que compétent, comme vous pouvez le voir à l'image, mais je pense qu'il a encore du mal à trouver ses marques en tant que mangaka. Je pense que c'est un très bon illustrateur, mais qu'il manque d'expérience quand il s'agit de composition, rythme et j'en passe. Et ce, malgré le fait qu'il soit aux commandes d'un manga depuis environ une dizaine d'années maintenant. J'espère qu'il arrivera à comprendre qu'aujourd'hui, il n'est plus dans un rôle de fan, mais de créateur. Encore une fois, c'est que mon avis, et si parmi vous des gens apprécient le travail effectué sur DBS, sincèrement, tant mieux pour vous. Mais, à mes yeux, Dragon Ball est un des mangas les mieux réalisés de l'histoire, avec une composition et un rythme presque parfait. Et voir sa suite directe avoir du mal avec des notions basiques, j'avoue être déçu. Si quelqu'un voulait créer un manga et décider de s'inspirer de mangaka célèbres pour apprendre, actuellement j'aurais énormément de mal à recommander le travail de Toyotaro. Beaucoup de mangas et d'histoires méritent une attention toute particulière quand il s'agit de composition ou même d'innovation. Et c'est pas les exemples qui manquent, avec par exemple Bakuman, le travail de Junji Ito, Yusuke Murata, Tatsuki Fujimoto, Takehiko Inoue, et j'en passe. À une époque où l'information n'a jamais été aussi simple à avoir, je trouve dommage de voir Toyotaro galérer autant. Après, pour ce qui est de l'histoire de DBS et de ce qui lui fait défaut, au point de faire passer Dragon Ball pour un manga sans histoire où les persos ne feraient que gueuler, au point où le personnage principal est maintenant méconnaissable, ça, c'est un sujet qui mérite sa propre vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, surtout que ça change de ce que je faisais avant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'était Lockhart, et je vous dis à la prochaine.